Salut. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo dans le format studio, et donc là me revoilà. Mais cette fois c'est pas une vidéo pour faire des vues sur YouTube, c'est pas un court-métrage. Cette fois je vais vous parler de mon voyage au Japon. Cette vidéo, elle est vraiment faite pour mon entourage, qui sont un peu curieux, qui veulent savoir comment s'est passé mon voyage. Et aussi, même s'il y a des inconnus qui tombent sur cette vidéo, justement, je vais parler des détails de mon voyage, donc si jamais ça peut vous intéresser, vous êtes le bienvenu. J'ai fait un voyage au mois de mai dernier, de 2 semaines au Japon, où justement, c'est un pays où je suis fasciné depuis des années, et j'ai enfin eu l'occasion d'y aller pour visiter. Le programme, c'était le programme le plus classique pour une première fois, le fameux triangle, c'est-à-dire Tokyo, Kyoto, Osaka. Faut savoir que j'ai commencé le voyage d'une façon un peu fastidieuse. Mon trajet, il a été un petit peu compliqué. C'est-à-dire que, étant donné que j'habite à Toulouse, j'ai dû me déplacer de Toulouse à Paris, puis ensuite de Paris à Pékin pour faire une escale, puis ensuite de Pékin à Tokyo. C'était assez laborieux. Déjà, en fait, le voyage, il a même pas commencé que quand je suis arrivé à Paris, c'était la galère. C'était la toute première fois où en fait je suis allé à Paris. Je n'étais jamais allé à Paris de toute ma vie. Et ben la première fois, ça a été glorieux en fait. J'arrive à la gare, c'est blindé de monde, forcément. Et je dois rejoindre en fait l'aéroport, presque l'aéroport, l'hôtel qui se situe pas trop loin de l'aéroport, la veille de l'escale. Je prends un métro, je prends le RER B, j'arrive, je dois prendre un bus pour aller à l'hôtel, c'est la galère. Et en plus, je n'y connais rien, mais alors rien du tout, sur tout ce qui est billets. Pour moi, c'est tu prends ton billet à la gare et après, le même billet, il fait métro, RER, bus, voilà. Sauf que, pas du tout. Sans le savoir, en fait, sur mon premier transport à Paris, j'ai fraudé. Sans le savoir. Faut savoir qu'à Paris, en fait, quand tu sors d'une station, t'as besoin de ce même billet pour sortir, pour ouvrir les portes. La première fois, je passe, je mets le billet, les portes ne s'ouvrent pas. Déjà, juste là, je suis bloqué dans une station à Paris. Bref, j'arrive à sortir d'une station en poussant les portiques parce que j'ai trouvé un groupe de Russes qui faisait pareil, alors je les ai suivis. Puis vient le moment où je monte dans le bus, la carte elle marche pas, j'essaye de payer par carte mais leur moyen de paiement il marche pas. Du coup il faut que je rentre un SMS, ça marche pas, c'est laborieux, même le chauffeur il m'a dit « c'est quoi, vas-y c'est bon ». Donc du coup j'arrive à l'hôtel, hyper tard, j'arrive déjà à la gare. Déjà, j'arrive à la gare de Paris, Paris-Montparnasse, il est à peu près 19h. Moi, je prévois d'arriver, aller à l'hôtel vers, 20h30, max 21h. J'arrive à 22h. En fait, je suis déjà explosé rien que pour le trajet en train de Toulouse à Paris. Et en plus, j'ai pas encore mangé, je suis affamé, je suis déshydraté, je suis tout ce que vous voulez, et il faut que j'aille manger. Donc là, ça y est, je me suis installé à l'hôtel. Et là, je crève la dalle en fait. Là, il est 22h, j'ai pas mangé depuis ce midi. Le seul truc à proximité c'est un Burger King, donc on va se faire péter la panse avec un Burger King, écoutez. Donc bon, il est pas à côté, 25 minutes de marche à pied. Toujours désolé pour les gros plans avec le téléphone, j'ai pas l'habitude de filmer avec ça. Mais voilà, petite promenade nocturne. Ça y est, j'ai récupéré la carte pour aller dans la chambre. Et je suis ici. Ouais, c'est sobre. Ok. Putain, la porte est lourde. Ouais, c'est simple. Nickel. Ce qu'il faut pour dormir, quoi. Bref, à part ça, je fais ma nuit dans l'hôtel, y a pas de souci. Si, y en a un. J'avais volontairement choisi un hôtel à côté de l'aéroport pour pas me prendre la tête le matin, étant donné que j'ai le vol à 12h30, le samedi, 12h30. Si toute la nuit, en fait, il y avait des avions qui décollaient, c'était la galère pour dormir. J'avais pas pris ça en compte dans le calcul.
je suis débile. Ensuite, le lendemain, je prends une navette, je vais à l'aéroport, je me rends du coup là où est indiqué sur le papier le terminal, c'est-à-dire le terminal 2E. Je m'y rends, en galérant un petit peu, mais je m'y rends. Et arrivé devant les tableaux, je me rends compte que mon vol n'est pas affiché. Donc là, déjà, gros coup de pression, je me suis dit, ça sent pas bon cette histoire. Et en dessous, il y a une borne où on peut faire des recherches sur les vols, les magasins qu'il y a dans l'aéroport, bref, tout plein de choses. Je rentre du coup mon numéro de vol, et quand même, il est affiché, mais pas dans le bon terminal. Il est indiqué en fait au terminal 1. Du coup, j'utilise Google Maps pour savoir combien de temps à pied, parce que je me dis, bon, allez, d'un terminal à un autre, étant donné que, ok, il est grand, c'est pas grave, allez, ou même si j'ai une demi-heure, je suis très en avance, donc ça va. Google Maps qui me dit 5 heures de marche. Donc là, je commence à vraiment paniquer et je me rends compte que la borne ne me dit pas la même chose. Elle me dit 18 minutes avec un petit bonhomme qui marche. Donc je me dis, il doit y avoir un problème quelque part. Donc je fais demi-tour et je suis les panneaux pour me rendre au terminal 1. Et je me dis, pour 5 heures de marche, s'ils indiquent des panneaux terminal 1, c'est qu'en fait, il est pas si loin. Et effectivement, en fait, je me suis rendu compte en suivant les panneaux qu'il y a un métro en interne dans l'aéroport qui mène justement du terminal 2 au terminal 1. Donc au final, j'ai pu m'y rendre dans les temps et faire mon enregistrement sans problème. Et là, 12h30, je fais mon décollage dans les heures avec Air China. J'ai choisi Air China. Pas de problème, je fais mon escale à Pékin qui a duré 3 heures à peu près. Et c'était très bien. J'en profite pour dire qu'aussi pendant le vol, dans l'avion, en discutant avec les gens, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Anaïs et avec qui j'ai fait une partie du voyage et avec qui on s'est suivi pour se rendre à l'aéroport de Pékin, faire tout ce qui est transfert, escale, etc. Donc déjà en fait c'est ça qui est beau dans un voyage en solo, c'est que même dès le départ en fait on rencontre des gens. Je l'ai pas précisé avant, c'est un voyage qui était en grande partie en solo. Sur les 15 jours, il y a à peu près une dizaine de jours que j'ai pu faire en solo, entre guillemets en solo, parce que forcément rencontrant les gens, on fait des activités avec ces gens-là et au fur et à mesure, ça fait un très beau voyage. À l'aéroport de Pékin, il y a des trucs magnifiques, comme par exemple un temple qu'on a pu voir dans l'aéroport, dedans, pas à l'extérieur dans un jardin ou quoi, non, c'est dedans, t'as un temple avec des cartes, un étang, c'est original mais super beau. J'arrive après plus de 14 heures de vol à peu près, en cumulant, sans compter les escales, tout ça, à Tokyo, et ça y est, j'y arrive enfin, j'y suis depuis tant d'années, je voulais enfin y aller. J'y suis, ça fait quelque chose. Je prends les métros, je galère pas tant que ça au final, et je me rends à l'hôtel qui est situé à Asakusa, quartier d'Asakusa dans Tokyo. Et il est impeccable. Je l'ai pas forcément payé très cher. Pour une semaine, je l'ai pas forcément payé très cher. Alors tout ce qui est billets d'avion et hôtel, je m'y suis pris quand même pas mal à l'avance. Pour les hôtels, j'ai réservé 3 mois à l'avance. Pour ce qui est billets d'avion, pour un départ au mois de mai, j'ai pris mes billets en mois d'octobre. Pour les billets d'avion, j'en ai eu pour environ 700 €, donc ce qui est carrément raisonnable aller-retour. Et pour la première semaine à Tokyo, j'ai à peu près dépensé 315 € pour un hôtel, pour la première semaine au quartier d'Asakusa, et il était génial. C'est l'hôtel Tokyo Koin numéro 2 qui est situé au quartier d'Asakusa. Ça y est, enfin je viens d'arriver à l'hôtel après 2 jours intenses de voyage où j'en peux plus. Je peux retrouver mon fidèle ami. Ah, le lit. Oh, il est pas si mal. Un peu dur. Mais on s'enfonce bien dans le lit quand même. Non, ça va. Oh, j'ai vraiment besoin de dormir parce que là, j'ai eu l'équivalent d'une nuit blanche sévère. Là, c'est dodo bien mérité, quoi. Bon, mais après, c'est tout mignon, hein. Voilà, c'est tout simple. J'ai quand même un lit double, hein, pour moi, ça, c'est un luxe. Petit bureau, tranquille, petite télé. Franchement, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Bon, par contre, j'essaye de pas parler trop fort parce que je sais que les murs ici, c'est souvent des feuilles de papier calque. Alors, j'essaye de pas parler trop fort. Là, en plus, ça y est, je viens de découvrir la salle de bain. Elle est très sobre, hein, très tranquille. Mais alors, il y a un truc que j'ai vraiment très envie d'essayer. Ça y est. C'est les toilettes japonaises avec toutes ces fonctionnalités bizarres là. Dont une, il faut que je l'essaye, je vous expliquerai après, mais il faut que je l'essaye. Et franchement, je vous le recommande parce qu'il est hyper bien situé. Il est dans une petite rue super calme, à côté d'un axe principal de Asakusa. Pas de bruit, c'est clean,
c'est quali. C'était pas très cher, après je pense que ça dépend en fonction des saisons, mais c'était génial. J'avais aussi le petit déj inclus. Évidemment, quand je suis arrivé, premier truc que j'ai fait, évidemment, je pose mes affaires. Je suis arrivé au final à peu près à 17h le dimanche, j'ai posé mes affaires à l'hôtel, j'ai pris une douche et j'ai pioncé. J'étais tellement claqué que j'ai pioncé peut-être, allez, 11h, entre 11 et 13h, j'ai fait une énorme nuit. Et même le lendemain, en fait, le matin, je me suis baladé dans le quartier d'Asakusa, et l'après-midi, j'ai carrément fait une sieste parce que j'étais vraiment au bout, quoi. Ça y est, je suis sorti de ma piole. Je suis dans le quartier d'Asakusa, que je suis en train de découvrir. Là, c'est très 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 original. Tous les bâtiments, tout en fait, tout est très 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 différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Tout est hyper carré, c'est hyper drôle. Par exemple, toutes les lignes électriques, c'est marrant, c'est hyper structuré. C'est pas comme nous en France où c'est très très bordélique. Là, tout est hyper structuré, ça me fait trop rire. Bon après, pour l'instant, là, je suis sorti, bon, ça fait à peu près 20 minutes que je suis sorti de l'hôtel. Mais pour l'instant, ça reste une rue assez simple, quoi. Il y a quelques boutiques, un peu par-ci par-là, pas mal de restaurants, il y a beaucoup de restaurants. Je pensais que j'allais plus croiser de combini. Bon, je dis ça, il y a un Lawson qui est juste en face de moi, mais dans les combini, en fait, ce sont les supermarchés, les petites supérettes qu'il y a au Japon. Il y a 7-Eleven, il y a Lawson, Family Market, il y en a d'autres. Et bon, pour l'instant, j'en ai pas croisé plus que ça. Et donc là, je me balade dans le sanctuaire de Asakusa. Et ça sent très très bon. Alors ça se veut un peu marché, avec plein de petits stands où tu peux acheter à manger, des goodies, des accessoires, plein de trucs. Et c'est franchement sympa. Et ça sent super bon. Surtout que là, en plus, on est quasiment midi. Je commence à avoir faim. Donc là, c'est vrai qu'il y a quand même des choses très très intéressantes. Et j'avais prévu de manger au combini à la base. Hein. Bah là, je viens de faire un petit tour déjà dans le quartier d'Asakusa, mais surtout au sanctuaire d'Asakusa. Et c'est trop beau. Et le truc, c'est que j'arrête pas de me perdre dans ce sanctuaire, et j'en découvre à chaque fois. Là, je viens de tomber dans le même sanctuaire, un mini sanctuaire. Je sais pas si on le voit bien. Je vais essayer de m'approcher, mais c'est trop beau. C'est super joli. Avec des gens qui sont en tenue traditionnelle, c'est super beau. J'adore. Et déjà, je constate beaucoup de choses au Japon et c'est très différent. Et j'adore. J'aime beaucoup toutes ces petites subtilités. Il faut savoir qu'au Japon, en fait, il y a énormément de codes à respecter. Les Japonais, par exemple, font la queue pour absolument tout. Ils font la queue au passage piéton. Ils font la queue quand il faut rentrer dans le métro. Ils font la queue pour absolument tout et n'importe quoi. C'est perturbant, mais ça montre qu'ils sont dans une société qui est carrée, civilisée. Et là, je suis dans le cœur de Tokyo même. Et là, en fait, je vais aller faire un peu de shopping. Je vais aller au magasin Uniqlo, qui est en fait le plus grand Uniqlo du monde. C'est un énorme building. Ça va être un truc de dingue. Je le dis tout le temps, c'est un truc de dingue. Mais c'est un truc de dingue, ce pays. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est qu'on peut voir que les gens portent des parapluies. Alors, c'est pas des parapluies, il fait un temps magnifique, hein. C'est pas un parapluie, c'est juste pour se protéger du soleil, pour éviter de trop bronzer, parce qu'en fait, là-bas, avoir la peau mate, un peu bronzée, c'est pas que c'est une mal vue, mais plus t'es blanc de peau et plus t'es signe de pureté. C'est un peu l'idée, quoi. Là, c'est énorme parce que je me retrouve dans le quartier un peu chic de Tokyo, avec toutes les grandes marques, Chanel, Rolex, encore Chanel, Louis Vuitton. Et derrière, il y a Cartier. Et ce qui est drôle, c'est que par exemple, je sais pas si on voit bien là, mais il y a des gens qui font la queue. Tout ici, il y a des gens qui font la queue. Et en fait,
Au début, je venais de la rue par derrière, je voyais une file, je me suis dit « Ah, c'est probablement des gens qui font la queue pour aller au restaurant. » Mais pas du tout. En fait, ce sont des gens qui font la queue pour rentrer dans le magasin Louis Vuitton. Et c'est ça pour plein d'autres magasins. Il y a la même chose pour Chanel. C'est très très drôle. J'ai adoré la gentillesse des Japonais. Ils sont hyper accueillants et ils font hyper attention aux autres. Que tu sois un étranger ou pas, ils font hyper attention à toi. Il y a une personne qui m'a effleuré dans la rue. Elle s'est retournée, elle m'a dit « Ah, sumimasen, qui veut dire vraiment « Excusez-moi, excusez-moi ». Ça n'existe pas en France, quoi. Une personne effleure, elle s'en fout, elle passe son chemin, quoi. Et ça me perturbe. Là où j'étais quand même super content, c'est que j'ai fait bonne figure au Japon. Premier jour où j'arrive dans le métro, je suis avec ma valise, je suis dans le métro, où il y a un peu de monde, et toutes les banquettes sont en fait occupées, dont moi où je suis assis avec ma valise entre les jambes. Je vois un couple de Japonais qui rentrent, dont le père qui porte en fait un bébé avec une espèce de bandolière, et ben voilà, je vois qu'ils galèrent, que ben, ça prend de la place, et voilà. Donc du coup, par réflexe, je me lève et je leur fais signe qu'ils peuvent s'asseoir en fait à ma place. Et là, j'ai eu droit... Oh, le French charisme. Ils m'ont saucé comme jamais, ils m'ont adoré. Vraiment, ils étaient là en mode « Ah, pardon, vraiment, on veut pas vous déranger, vous pouvez vous asseoir et tout. » J'insiste, je leur dis « Mais enfin, vous êtes quand même bien chargés et tout. » Ils sont là « Non, vraiment, c'est très très gentil, merci, mais asseyez-vous. » Bon, bah, ils insistent, au bout d'un moment, bon, ben, je récupère ma valise et vu que je suis chargé, effectivement, je m'assois aussi. Et au final, ils arrivent à s'installer à côté une fois qu'une personne est partie. Et je discute un peu avec la dame du couple. Et en discutant... elle m'a saucé, excuse-moi. Elle m'a dit « Vous êtes une personne très gentille. » Oh, j'adore déjà les Japonais. Ça fait même pas 1 heure que je suis au Japon qu'on me sauce. Bref, j'ai adoré en fait cette politesse qu'il y a tout le temps. Et c'est trop agréable. Les métros, parlons-en d'ailleurs. Les métros, en fait, c'est hyper efficace. On a une carte qui s'appelle la carte Suica. Il existe aussi la carte Passmo. Mais la plus répandue, je dirais que c'est la carte Suica. C'est une petite carte, un peu comme à Toulouse, nous on a la carte Pastel. C'est un peu le même délire, c'est-à-dire que on l'a et on la recharge, mais avec pas avec des déplacements, mais avec des sous. On a du coup un espèce de petit portefeuille chargé et qu'on utilise à chaque fois qu'on rentre dans une station. On a donc pareil un beeper. On bip, ça ne nous débite pas encore, et en fait, on doit repasser cette carte quand on sort de la station, d'une autre station. Et ça nous débite en fonction de la distance qu'on a parcourue. Les transports sont plus chers qu'en France, mais quand on voit la qualité, et faut pas oublier la distance qu'il y a, faut pas oublier que Tokyo, ça fait 4 fois la taille de Paris. Quand tu sais tout ce que ça traverse, c'est franchement pas déconnant. La bouffe, faut que je vous parle de la bouffe. Déjà, premier jour, quand je suis allé chercher à manger, je suis allé chercher ma bouffe dans un combini. Les combini, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait des petites supérettes qui sont ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors autant pour les Japonais, c'est un truc qui dépanne, mais pour nous, c'est si peu cher. Parce qu'en fait, le yen en ce moment est relativement bas. Comparé à nous, à l'euro, en fait, c'est super intéressant. Et la bouffe est si peu chère. J'ai fait un calcul vraiment sur le panier que j'ai pris le premier jour. J'en ai eu pour aller 8,50 € là-bas. En France, j'en aurais eu pour 26 €. Un truc comme ça. C'est hallucinant. Et au combini, ils font souvent ce qu'on appelle des bento, c'est-à-dire des repas préparés dans des petites boîtes, où vraiment tu le mets au micro-ondes et c'est prêt à déguster. Et même ça, en France, allez, on a peut-être des trucs comme ça dans les supermarchés, des trucs pour sushi, des traiteurs, on en a des trucs comme ça. Mais là, la qualité, elle est vraiment bien. Un bento, un repas, j'ai eu du poulet frit, des légumes, du riz, pour 3 €. Et c'était une bonne assiette, quoi. J'ai pu tester, évidemment, les bouffes traditionnelles, les sushis. Non, mais c'est vrai qu'on m'avait dit, quand tu vas aller au Japon et que tu manges des sushis là-bas, c'est le jour et la nuit. Mais au début, je me dis, ouais, bon, il ne peut pas y avoir réellement beaucoup de différence. Romazette. Non, vraiment, la différence de qualité pour ce qui concerne les sushis. En fait, on peut plus en manger en France. Quand t'as testé au Japon, tu peux plus revenir et tester en France parce que c'est... En France, le poisson n'a pas de goût. Le poisson est très fin. Il est presque transparent, on voit à travers. Et le riz, il est pâteux. Et il n'a pas de goût, il est pas assaisonné, le riz. Là-bas, le riz, il est tout le temps parfait. Peu importe où tu vas, le riz, il est parfait. Il a du goût, il n'a pas cette texture pâteuse, il est parfait en bouche. En même temps, c'est normal, au Japon, le riz, c'est un peu comme nous, la baguette en France. C'est difficile d'en avoir des mauvaises, à moins d'aller en supermarché, mais sinon,
Tu vas dans une boulangerie, c'est rare d'avoir une baguette mauvaise en France, quoi. Et les sushis, c'est vraiment un niveau... Et encore, la première fois que j'ai testé les sushis au Japon, c'était des sushis low cost, c'est-à-dire sur les rails, vous connaissez sûrement. Et même là, le niveau, il est astronomiquement plus haut, quoi. J'ai eu l'occasion, évidemment, de manger des vrais sushis cuisinés par des chefs. Bon, là, même pas j'en parle, tellement c'est haut, quoi, en fait. Ça massacre les sushis français. Pour essayer de résumer les plus grands quartiers de Tokyo, il y a Asakusa, là où je logeais, qui est un peu le quartier qui se veut traditionnel de Tokyo. Il y a ensuite le quartier d'Akihabara, qui se veut un peu le quartier tech, geek. Il y a le quartier d'Ikebukuro, qui est un quartier très polyvalent, orienté un peu geek. Il y a le quartier de Shibuya, qui est très connu pour son passage piéton, qui se veut un peu festif, surtout la nuit. Et le quartier de Shinjuku, qui est un peu le quartier chaud aussi. Bref, on se retrouve au quartier d'Akihabara, et on se dit, bah voilà, on se promène, on essaie de découvrir des choses. Et j'ai pu essayer quelque chose que je ne pensais jamais faire, un maid café. Maid café, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est en fait un café où les serveuses sont en tenue de soubrette, et c'est très gnangnan. C'est très cuculapraline. Faut pas avoir peur du cringe. Faut pas avoir peur d'être gêné. Parce qu'il y a des chorégraphies, il faut faire des espèces de formules mignonnes en faisant des chœurs comme ça, c'est très très ringard. Faut vraiment être accroché. Si vraiment vous pouvez pas supporter la gêne, n'y allez pas parce que vous allez aussi gêner en fait les personnes qui travaillent, donc si vous y allez, c'est pour jouer le jeu. Tokyo, c'est aussi la ville des surprises. Tu peux très bien tomber sur un temple perdu entre deux rues, tu tournes la tête, tu vois des gens faire du karting au milieu de la route. C'est Tokyo, ça m'est arrivé aussi en me baladant, tu lèves les yeux, tu vois un Godzilla géant, c'est Tokyo. À la fin de cette journée avec Anaïs, on s'est dit, allez c'est parti, on va aller visiter la Tokyo Tower. Et bien au pied de cette Tokyo Tower, on est tombé sur une fête allemande. Comme ça. On y est allé parce que ça nous intriguait et on était morts de rire parce que l'ambiance était énorme. Alors le soir, ensuite, je suis parti voir la Tokyo Tower. J'ai pas eu l'occasion d'y monter. Je suis resté au pied, mais c'est très joli. J'ai eu l'occasion aussi de monter dans la Tokyo Skytree, qui est dans le quartier d'Asakusa d'ailleurs. C'est une des tours les plus hautes de Tokyo, et en fait vous avez vraiment une vue 360 degrés sur tout Tokyo. J'y suis allé de nuit, c'est magnifique. Là je suis en haut de la Skytree, et c'est juste magnifique. On voit une très grande partie de Tokyo, avec les éclairages, c'est magnifique. Je suis trop fan, j'adore. Je prends plein de photos, j'adore. C'est vraiment trop beau. Je suis à 450 mètres, je suis à la hauteur maximale. C'est vraiment trop beau. 450 mètres la hauteur. C'est énorme, c'est juste énorme, je prends mon pied. Je fais de trop belles photos. À Tokyo, évidemment, j'ai pu tester le Teamlabs Planet, ça je l'attendais. C'est un musée d'art moderne qui est vraiment magnifique. Et en fait, tu profites. C'est le paradis des photographes en fait. C'est-à-dire, il y a plein de lumière. Tu touches à des balles qui sont colorées, machin. Tu te retrouves dans des pièces avec des coussins au sol. Enfin, c'est... Et là, ça y est, je suis au Teamlabs Planet. En fait, c'est un musée d'art moderne avec plein de lumière, plein de sensations. Et c'est super joli. Là, c'est le paradis des photographes. Regardez un peu. Bon, là, je suis dans l'obscurité, vous allez rien voir. Et c'est trop joli. Et là, je suis dans une pièce remplie d'eau. On a de l'eau jusqu'aux chevilles. Il y a plein de couleurs projetées. Il y a des cartes. Il y a des petits poissons. Et les poissons.
super beau. Vraiment, je vous conseille de le faire, ça coûte une vingtaine d'euros. Et c'est génial, vraiment. Enfin, c'est génial aussi pour moi, pour mon feed Instagram, parce que j'ai pu faire plein de photos. Vu que j'ai fait plein de photos, en ce moment, je publie quotidiennement sur mon Instagram des photos du Japon. Il y a un peu de tout, il y a des paysages, il y a des portraits des gens que j'ai pu rencontrer. Si vous pouvez aller sur mon Instagram, n'hésitez pas, c'est @elprotein. Je vous le mets dans la description, ça fait plaisir, un petit peu de soutien. J'ai pu évidemment tester d'autres choses, à savoir, parce que le baseball c'est le sport national au Japon, je trouvais ça super dur. Je suis aussi super nul, faut savoir, parce que mes potes ils y arrivaient, sur à peu près 20 lancers, j'en ai touché 2. Tu les mets toutes. Ouais! Mais je suis sûr qu'avec le temps, j'aurais pu progresser. Qui dit Japon dit forcément karaoké. Le karaoké que j'ai vécu, ça a été un peu un flop. On est allé dans le quartier d'Ikebukuro faire le karaoké et ça s'est pas passé comme prévu. On y allait un peu tard. Faut savoir que les métros au Japon, ou plutôt à Tokyo, je sais pas si c'est partout pareil au Japon, mais à Tokyo, les trains s'arrêtent à minuit. Et on a commencé à faire le karaoké à 22h30. Mauvais plan. Donc le temps qu'on arrive, qu'on s'installe, qu'on utilise les accessoires et en fait qu'on comprenne le fonctionnement du karaoké, bah, j'ai pu chanter que 2 chansons. Après une semaine à Tokyo, je suis reparti et je suis allé à Kyoto pour environ 3 jours. Kyoto, c'est la capitale culturelle du Japon. Et c'est aussi, je dirais, la ville la plus touristique du Japon. Et ça s'est ressenti. Paradoxalement, en fait, on se dit c'est là où c'est le plus traditionnel. Et même l'expérience de la ville est un peu gâchée du fait qu'en fait, 2 personnes sur 3, bah, ce sont des touristes. Et pas forcément tout le temps des Japonais. Donc l'immersion est un petit peu gâchée. Très honnêtement, ce n'est que mon avis, mais si vous allez à Kyoto à l'heure qu'il est, restez 2, gros maximum 3 jours. J'ai eu l'occasion de visiter la forêt de bambou, des temples, et encore des temples. mais ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Pour un photographe comme moi, évidemment que j'étais obligé d'y aller. La ville de Kyoto en ce moment connaît énormément d'incivilité de la part des touristes qui sont en fait contraints de fermer des quartiers aux touristes juste pour laisser tranquilles les gens qui habitent à Kyoto. Au bout de ces 3 jours, je suis parti à la ville d'Osaka et j'ai pu faire une journée en compagnie d'Anaïs au fameux Universal Studios. Alors Osaka, très bonne ville, mais j'aimerais qu'on mette un point sur quelque chose, les transports à Osaka. J'ai jamais autant pété un câble de ma vie sur des transports. Déjà à Paris, j'avais un peu galéré, mais allez, c'est moi, on va dire, Paris, c'est pas supposé être trop compliqué. Osaka, c'est l'endroit le moins bien indiqué du monde. Je suis désolé, j'étais dans la gare. D'habitude, à Tokyo, ils te disent, ben voilà, si vous voulez la ligne M, vous suivez ce panneau. Si vous voulez la ligne Y, vous suivez ce panneau. Non, là-bas, ils te disent train, taxi, bus. Et tu te démerdes pour trouver la ligne que tu souhaites. Je devais partir à Kyoto le matin. Je me suis levé à 5h du mat et je devais partir à 6h pour me retrouver à aller dans les eaux de 7h30 à Universal Studios. Je suis arrivé à Universal Studios à 10h. Surtout en plus ce jour-là, je me suis bouffé un typhon. Alors un typhon, calmons-nous, c'est un jour où il pleut énormément. J'ai dû acheter un poncho de pluie, c'était très marrant ça. Mais vraiment cette journée, alors elle était à la fois incroyable parce que Universal Studios, si vous allez au Japon, faites-le parce que c'est trop bien. Mais prévoyez à l'avance, juste pour les transports, juste le fait que vous allez galérer avec les transports, prévoyez à l'avance. Vraiment prévoyez à l'avance. Surtout le matin, comme je partais de Kyoto pour me rendre à Osaka, pour aller à Universal Studios, je me suis trimballé la valise et le gros sac. Avec le typhon, avec le fait que je me repérais plus, avec le fait que j'étais grave à la bourre, j'étais au bout de ma vie. En tout cas, c'était génial. Évidemment, Universal Studios, j'ai pu tester le Super Nintendo World, Super Mario World, et c'est magique, c'est magique. Si vous êtes fan de Mario, même sans être fan de Mario, en fait, vous allez kiffer. Et même en dehors du Super Mario World, vous pouvez tester plein d'autres attractions. J'ai pu tester Dents de la Mer. Il y a un espace Harry Potter, il y a un espace Jurassic Park. Moi, j'ai fait Demon Slayer, j'ai fait My Hero Academia, j'ai fait Détective Conan. C'est plus ou moins cool en fonction de ce que vous voulez faire. Mais si vous avez toute la journée devant vous, vous pouvez faire à peu près toutes les attractions. Et c'est super cool. Perso, j'y suis allé en semaine. Étant donné qu'il y avait aussi le typhon, il y avait pas tant de monde que ça, mais c'est vrai que si vous faites ça le week-end, j'ai peur que vous ayez beaucoup trop de monde. J'ai eu l'occasion de tester aussi les onsen. Alors les onsen, c'est vraiment particulier. Et c'est vrai que nous, en France, on pourrait pas avoir ce genre de choses parce que c'est très culturel. Les onsen, en réalité, c'est à peu près... Les onsen, c'est tout simple, ce sont tout simplement des bains chauds. Alors les vrais onsen
sont alimentés en fait par la chaleur des volcans, l'eau des volcans. Je ne saurais pas expliquer réellement en détail, mais en fait, l'eau qui se situe dans ces trous en fait est chauffée par des volcans. C'est ce qu'il faut retenir. Sauf que c'est pas un endroit où tu te nettoies en fait. C'est vraiment avant d'y rentrer, tu te douches de fond en comble, tu te nettoies, on te met des savons à disposition. Et t'es supposé être hyper clean en fait quand tu rentres dans ce bain. Et en fait, tu vas pour te relaxer. Tu vas pas pour nager, c'est pas fait pour, c'est un bain en fait. Après, c'est plus ou moins chaud. Moi, j'en ai fait un à l'extérieur où il était bien chaud, à peu près une eau à 40 degrés. C'était déjà pas mal. Je suis ensuite allé dans une eau à l'intérieur qui devait être à 45 degrés. Je suis resté 5 minutes parce que j'en pouvais plus. Petite vidéo story time où en gros je viens de faire pour la première fois de ma vie mon tout premier onsen, c'est-à-dire les bains chauds, publics, spécialité du Japon. C'est présent dans mon hôtel et c'était trop bien, c'est hyper relaxant. D'ailleurs je suis peut-être encore rouge parce qu'il faisait tellement chaud, je crois que l'eau elle était à 40 ou 45 je pense. C'était trop bien avec vraiment toute l'ambiance qu'il y a autour, c'est-à-dire il n'y a pas un bruit. Alors tout le monde est à poil, faut le savoir, mais personne se calcule. Et c'est trop bien. Il y a un trop bon mood, c'est trop agréable, et quand tu sors, t'es super bien. Donc franchement, les gens qui veulent aller au Japon, faites des onsen, parce que franchement, c'est de la frappe. Voilà, il y a énormément d'expériences que j'ai pu faire, c'était fabuleux. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures, mais j'essaye de synthétiser le plus possible cette vidéo pour pas qu'elle dure 1000 ans. Mais vraiment, si vous allez au Japon, vous n'allez pas vous ennuyer. Il y a énormément de choses à visiter, il y a énormément de choses à expérimenter, il y a énormément de choses à goûter. En ce qui me concerne, il y aura un deuxième chapitre. Il y aura un deuxième épisode, évidemment, puisqu'en fait, je vais retourner au Japon au mois de mai 2025. Alors, je sais pas encore, pour l'instant, c'est encore le projet Japon 2025, mais je ne sais pas encore tout à fait les destinations, les dates exactes, j'ai encore rien réservé, là, j'en sors, donc forcément, faut que je refasse des économies. Mais c'est prévu pour mai 2025, et évidemment, il y a des endroits que je vais retrouver qui vont me faire ultra plaisir. J'espère que ces images vous auront parlé, j'espère que mes explications ont été un peu claires, que je vous ai donné envie de visiter le Japon. Et c'était une expérience magnifique que j'ai pu faire avec des gens que j'ai rencontrés là-bas, que j'ai pu faire avec mes amis proches qui, eux, ont la chance d'y vivre pendant 1 an. Et c'est aussi pour ça que je veux y retourner, c'est parce que déjà l'expérience était énorme et que j'aimerais aussi en profiter encore plus avec eux parce que j'ai pu en profiter que à peu près 4 jours et c'était pas assez pour moi. Donc je vous dis à une prochaine fois, c'est vrai que le format studio, vous allez pas le revoir très souvent, peut-être l'année prochaine du coup, et je vous dis à bientôt.